Yann, jingle. C'est une catastrophe. C'est ouf. On est avec nous aujourd'hui, vous l'avez vu, donc Kevin Vessière. Il est le patron de la page FC Géopolitics. FC Géopolitics, c'est une page Twitter que vous voyez passer très très souvent dans vos fils d'actu, parce que en gros, il fait des threads en fait sur des sujets géopolitiques. Alors juste on rappelle, la géopolitique, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, peut-être même dont moi, c'est la politique entre les pays, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour résumer très simplement. Comment dire, les relations internationales entre les pays, les relations politiques, Ouais. avec l'aspect aussi géographique pour prendre en compte toutes ces dynamiques-là, quoi. Oui, alors voilà, on voit la page justement à l'image, et c'est vrai que tu fais très souvent beaucoup de statistiques. On a la sensation que ça plaît aux gens, ces histoires que tu racontes, Kevin. On le rappelle, parce qu'il y a peut-être des gens qui t'ont pas vu dans l'émission. Ça te prend combien de temps de faire ce travail de recherche à chaque fois sur les sujets que tu traites concrètement? Bon, ça dépend, peut-être des sujets où j'ai un peu plus comment dire, d'appétence sur le sujet, donc ça peut me prendre entre je sais pas, 2 ou 3 heures. Et après, pour des plus gros sujets, un peu plus, où il faut aller un peu plus chercher, par exemple, là, je vois l'actu sur l'Iran avec Alidaï, qui a notamment eu son passeport confisqué en Iran par rapport à ses critiques aux manifestations. Le cas de l'Iran, je le connaissais beaucoup moins, donc ça m'a pris un peu plus de temps, Ouais. entre 5 heures et 6 heures, quoi. Ok, ouais, il y a toujours un travail de recherche à aller faire pour recouper un petit peu toutes les Essayer informations. d'être le plus synthétique, mais aussi le plus objectif possible. Mhm. Parce que moi, j'ai des positions, etc., mais elles sont pas retranscrites dans mes threads Oui. pour que chacun puisse se faire son opinion, avec la source en plus à côté, histoire que chacun puisse après prolonger le thread, parce que des threads Twitter, c'est 18, 20, 22 tweets, c'est déjà beaucoup pour Twitter. Ouais. Et parfois, tu peux pas tout dire, donc tu invites les gens à aller voir d'autres actus, quoi. Ouais, et très souvent en plus dans tes threads, on retrouve les liens justement vers les articles ça. et tout, ce qui permet un peu, comme tu l'as dit, de prolonger un peu l'expérience. Quels sont les threads là, qu'on peut retrouver là dernièrement? Quels sont les sujets là, que tu as traités dernièrement? Je sais que tu as parlé de l'Arabie Saoudite par rapport à Messi. Tu as fait un thread aussi sur entre la galaxie City, qui détient tous les clubs, Manchester City, 3, tout ça, et la galaxie Leipzig. C'est quoi un petit peu ce qu'on peut retrouver en ce moment? En ce moment, il y a effectivement la question de l'Iran, parce qu'il y a des joueurs qui s'étaient manifestés, notamment pour dénoncer les répressions par rapport aux manifestations. Tu avais eu Hamzoun, notamment, qui avait posté un message. Après, il y avait les joueurs aussi qui s'étaient parés de noir lors des matchs internationaux. Donc ça, j'avais fait faire un sujet dessus. Là, tu avais des matchs de Coupe d'Europe. Tu avais eu un Fenerbahçe Larnaca, avec la question de Chypre. Chypre qui est coupé en deux. Tu as une partie chypriote grecque, une partie chypriote turque. Ouais. Donc là, j'avais pu faire aussi un sujet dessus, et j'avais pu faire aussi un article SoFoot, un premier article SoFoot sur le sujet. Ouais. Et après, c'est pas que football, parce que là, par exemple, il y a eu le cas de l'Arabie Saoudite qui organise les Jeux asiatiques d'hiver. Et là aussi, j'ai fait un sujet dessus, parce que c'est en lien avec le Qatar aussi, et tous ces États du Golfe qui investissent dans le sport. Donc j'essaye à la fois de toucher au football, mais d'être de plus en plus multisport à l'approche des Jeux Olympiques. Et parler du cas de Karabakh aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, du cas de Karabakh aussi, quand Nantes était rendu Intéressant. là-bas, et en plus, tu avais la reprise du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, Ouais, c'était- je t'écoutais en parler sur RMC aussi, tu avais fait des interventions, je me rappelle, j'étais en voiture, et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir découvrir un peu autre chose que le football pur, et arriver à comprendre pourquoi des fois il y a des matchs qui ne sont pas possibles, pourquoi il y a des déplacements de supporters qui sont pas forcément autorisés, pourquoi il y a des ambiances aussi qui sont un petit peu particulières dans certains stades. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, même si c'est pas du football pur, s'intéresser à tout ce qu'il y a autour du football, c'est vrai que c'est un vrai plus. Ouais, et puis par rapport à ça, tu as eu les tirages au sort pour les groupes de l'Euro Ouais. 2024, Mm. et tu avais des confrontations qui n'étaient pas possibles, Eh oui. notamment Biélorussie-Ukraine du fait du conflit de la guerre en Ukraine, mais Arménie-Azerbaïdjan, Gibraltar-Espagne, et la question du Kosovo aussi. Et c'était aussi des questions. Enfin, tu peux dire pourquoi ça se rencontre pas. C'est vrai que moi, avec ce que j'essaye de produire sur la page, j'essaye d'apporter des clés de compréhension, en tout cas, pour les fans de football qui veulent aller plus loin que le simple aspect du jeu, quoi. Oui, parce que c'est vrai que nous, on peut juste être là à se dire, tiens, il y a tirage au sort d'une telle compétition, et on voit qu'en fait, certains peuvent pas se rencontrer ou quoi, et puis on sait pas pourquoi. Et donc, toi, tu es là pour expliquer un petit peu tous ces ça. sujets-là. En Mais fait, pourquoi Jack, le tirage de la Ligue des Champions, il est pas simple à comprendre. Il est de plus de en plus base. compliqué avec leur Bah, truc, nous, avec leur boule. Et il y a, si, on a rien ça, compris, ça a nous, des ouais. critères, mais même au-delà des autres critères, je comprends plus Ouais, rien. tu as des critères Mais- aussi de distance. Ouais, effectivement. voilà, tu vois, c'est Mais des trucs, c'est pour ça, moi, chaque année, je me fais la même réflexion, et tu sais, tu te dis, oh, il faudra que je me penche sur le truc, je zappe, et chaque année, je suis reperdu. Mais, on a vu ça comme quand on le dit sur la Ligue des Champions la dernière fois. Zach, Ah ouais. Mais justement, de mémoire, le sport, c'est censé être neutre. Et je sais que Sepp Blatter, à l'époque, il disait qu'il était le seul à pouvoir réunir un dirigeant palestinien et israélien autour de la même table, parce que c'est du football. Et là, on est carrément sur une session de...
On fait exprès de... Ah non, parce qu'on sait qu'après, si ces matchs ont lieu, ça peut dériver sur un autre terrain où l'UEFA ou la FIFA pourront pas prendre position parce que du fait de leur position apolitique, ils peuvent pas être l'arbitre du conflit. Et après, cette position de l'apolitisme est de plus en plus décriée parce que là, on le voit par exemple avec l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait la FIFA avant pour finalement que cette attribution se passe dans ces conditions, les conditions d'organisation. Et c'est vrai qu'on commence à remettre en question ce côté apolitique des grandes organisations sportives. Ouais. Et en tout cas, ça se pose la question de est-ce que à l'avenir, est-ce que la FIFA, l'UEFA devraient avoir un rôle plus politique de fait qu'ils sont une force économique et parce qu'ils arrivent effectivement à rassembler plus que l'ONU parfois, en tout cas pour la FIFA. Justement, pour moi, le sport est censé montrer un message de paix. Et là, pour le coup, on essaye de dispatcher un peu les conflits et d'essayer d'éviter les problèmes, en fait, avec tout ça. Et surtout qu'en plus, on l'a Et vu. en fait, ça va à l'encontre de ce qu'on disait il y a 10, 20 ou 30 ans. Ouais, après, le problème pour les rencontres, tu vois, Arménie-Azerbaïdjan et même avec le Kosovo, c'est que même si on mettait en place faudrait qu'il y ait un travail politique, diplomatique en amont pour que le match se passe bien. Sinon, ça pourrait donner lieu à un match qui n'aurait pas lieu. Quoi. En 94, il y avait eu les États-Unis, je sais plus. En 98, il y avait eu États-Unis, Iran. C'était 98. Ouais, j'en parle notamment dans le bouquin. Et là, justement, les deux pays ne se parlaient pas. Ouais. Et c'est avec le tirage au sort que les deux pays ont commencé à avancer, pour se dire reprise diplomatique. Mais il y a eu un travail diplomatique politique avant. Parce que le sport ne peut pas tout résoudre pour juste un match. Il faut qu'il y ait les deux, finalement. Il y a le côté symbolique avec le sport et le côté politique, diplomatique avec... C'est sûr que de toute façon, le football, c'est très politique. Dans le chat, il y en a beaucoup qui se demandent depuis très longtemps. Arménie-Turquie, pourquoi avoir autorisé ce match-là? C'est une question du chat. Pour Arménie-Turquie, en tout cas, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de conflit ouvert et que quand il y a eu des précédents matchs, il n'y a pas eu de... Comment dire, il n'y a pas eu de cas. Je sais pas, par exemple, pour Serbie, Kosovo, il y aurait pu avoir des cas où des drapeaux pourraient pu être mis en place. Et pour les précédents cas au niveau de Arménie-Turquie, il n'y a pas eu ce cas-là. Mais c'est vrai qu'avec la reprise du conflit et que la Turquie est alliée de l'Azerbaïdjan dans le conflit Azerbaïdjan-Arménie, la question peut se poser. En tout cas, moi, c'est l'un des matchs que j'ai ciblé comme à haut risque, en tout cas, qui peut dériver sur le terrain politique. Quoi. On se rend compte en tout cas que finalement, le football, quand tu vois tous les conflits, toutes les histoires qu'il y a autour, le football est un peu au centre de tout ça et peut vraiment en pâtir en vérité. Il peut y avoir de grosses décisions qui peuvent être prises par rapport à tout ce qui se passe autour, en vérité. Oui, ça, après, le football, ça peut parfois être plus que l'instrument en fait, du jeu politique. Et ça peut être le cas pour des matchs ou même pour des pays qui participent à des compétitions. Finalement, c'est vraiment l'ambassadeur du pays, mais peut-être même plus du régime politique. Dans le chapitre, j'évoque le cas du Zaïre en 1974 avec Mobutu qui veut faire du Zaïre l'équipe africaine qui est la puissance en force. Ouais. Et finalement, les dérives du régime vont impacter l'équipe, puisqu'en fait, les primes qui doivent arriver à l'équipe du Zaïre, et c'est-à-dire que c'est le régime de Mobutu qui les récupère, et donc un régime corrompu, la corruption était déjà présente en amont, et en fait, le château de cartes qu'il avait construit, il s'est écroulé parce qu'il n'y avait pas des constructions solides, mais après... il y a aussi d'autres belles histoires, comme par exemple, tu vois, l'Uruguay en 1930, ils organisent la Coupe du Monde. Bon, il y a le côté tradition footballistique, mais il organise aussi pour exister parce que c'est un petit pays entre l'Argentine et le Brésil et ça permet à l'Uruguay de briller grâce au sport et de se faire connaître aujourd'hui grâce au football. Quoi. C'est super intéressant. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui au Qatar. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui au Qatar parce qu'il y a d'autres soucis inhérents et d'autres questions qui se posaient peut-être pas en amont, notamment la question des droits humains, la question écologique. Après aussi, le fait que le Qatar soit pas un pays de tradition footballistique, ça joue aussi dans le lot des critiques qui sont impactées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces questions sont beaucoup plus présentes dans l'organisation d'événements sportifs qu'on ne se posait pas pour l'Afrique du Sud, pour le Brésil ou pour la Russie, alors que tu avais les mêmes problématiques. Même des plus grands problèmes. Pour, par exemple, la Russie ou ne serait-ce que la Chine avec les JO. Ouais. Je veux dire, on n'a pas parlé de boycott ou quoi, et pourtant... Pour la Chine, pour les JO d'hiver, si on a parlé de boycott. Non, mais je parle on a parlé de boycott et c'était dégueulasse en plus. Les JO d'été en 2006 2008 C'est 2008. La Chine, c'est 2008. À l'époque, en tout cas, c'est passé comme une lettre à la poste, alors que la Chine était... T'avais eu des campagnes t'avais eu quand même des campagnes pour dénoncer le régime chinois, mais pas aussi fortes qu'à l'époque, je suis d'accord, parce que cette question des droits humains et du coût écologique de cet événement, c'est beaucoup plus présent, je pense, dans l'opinion publique aujourd'hui. Alors, Kevin, en tout cas, tu es là pour aussi nous présenter ce livre. Donc, je vous le montre, c'est Mondial, Football Club Geopolitics.
C'est donc le deuxième livre que tu nous sors. Ça. Et donc, c'est ce que tu racontes en fait dans ce bouquage, dans cet ouvrage. Tu racontes plein d'histoires justement sur la Coupe du Monde et des histoires politiques qui ont pu impacter justement sur les matchs de la Coupe du Monde. Notamment, une histoire dont tu vas nous parler, c'est ce fameux France-Koweït avec un arbitrage, tu le dis en titre, qui était finalement le premier arbitrage diplomatique. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, on est en 1982, Coupe du Monde en Espagne. Le Koweït se qualifie pour la Coupe du Monde, donc c'est pas n'importe quoi à l'époque le Koweït, parce que c'est le premier pays du Golfe Persique à se qualifier pour une Coupe du Monde, champion d'Asie 1980, et il tombe dans le groupe de l'Angleterre, Tchécoslovaquie et de la France. Et là, c'est le deuxième match qui va avoir lieu. Ce deuxième match, donc France-Koweït, la France est mal partie, elle a perdu 3-1 contre l'Angleterre, donc elle doit se refaire face au Koweït. Le Koweït a surpris son monde, il a fait un partout contre la Tchécoslovaquie, donc déjà un petit enjeu durant ce match, mais la France, elle va se réveiller, elle va gagner 3-1 au bout de 3 quarts d'heure de jeu. Et finalement, il va y avoir un quatrième but qui va être marqué. Il va y avoir Alain Giresse qui va se faufiler dans la défense. Il va faire une 1-2 avec Platini. Et là, quatrième but. Et même, on le voit les d'ailleurs images. à l'image. Ouais. Tu vas voir les défenseurs koweïtiens qui vont un petit peu s'arrêter parce qu'ils vont entendre un sifflet au niveau du public. Ouais. Et ça va finalement impacter. Ils vont contester finalement ce but au niveau de l'arbitre. Ils vont dire. Ils vont lui dire qu'est-ce qui se passe, nous on n'est pas d'accord. L'arbitre veut rejouer le match, enfin relancer la partie et finalement il va pas pouvoir. Et là les joueurs koweïtiens vont interpeller quelqu'un effectivement dans les tribunes avec ce fameux turban blanc et rouge, et il s'avère que c'est le frère de l'émir qui est président de la fédération du football du Koweït, et il va descendre dans le stade, donc ce qui est interdit à l'époque, même encore par la FIFA. Il va discuter avec l'arbitre. Et après être descendu et après avoir discuté avec l'arbitre, et finalement, l'arbitre reprend le ballon. Il va là où Giresse avait tiré son tir. Il revient À l'action. Il annule le but. Et finalement, les Français vont pas être d'accord. Il y a Michel Hidalgo qui va descendre sur le terrain, notamment c'est chaud quand même. pour contester cette décision. Sauf que Michel Hidalgo, il n'est pas comme l'émir. Il n'a pas le C'est le sélectionneur de l'équipe de France. sélectionneur de l'équipe de France. Il est en short avec un polo. Donc on n'a pas l'impression que c'est un sélectionneur. Et finalement, on le voit à l'écran. Et bien, les gardes civils espagnols qui avaient accompagné l'émir pour défendre, pour le coup, Hidalgo, ils vont lui dire de partir du terrain. Et finalement, le match va reprendre. La France va marquer un quatrième but. Et cette fois, il n'y a pas de contestation possible. Il va y avoir 4-1. Et finalement, ce qu'on va retenir de ce match, c'est que c'est le premier arbitrage diplomatique, comme je l'appelle dans le livre, parce qu'effectivement, le frère de l'émir est descendu sur le terrain et il a impacté cette décision. Et après, lui, il n'aura pas trop de problèmes parce qu'il va se prendre finalement une petite amende de la part de la FIFA. Par contre, pour l'arbitre qui a pris cette décision et qui était un peu seul à l'époque parce qu'il avait déjà eu ce précédent, il va être suspendu à vie au niveau de la FIFA. C'est ouf l'histoire. Et l'histoire s'arrête pas là parce que finalement, il y a un couac diplomatique entre la France et le Koweït parce que c'est un impact quand même mondial du fait que c'est la Coupe du Monde, donc c'est vu par beaucoup de monde. Et donc après, le Koweït, notamment ce frère de l'émir, va essayer de se rabibocher avec la France. Il va inviter Michel Hidalgo quand il va être entraîneur de l'OM à venir au Koweït pour un stage. Et il va aussi inviter Michel Platini en 88, qui est à l'époque sélectionneur de l'équipe de France. Il va l'inviter pour un match de gala assisté en tribune. Et il va s'avérer que finalement, Michel Platini va enfiler le maillot du Koweït et il va avoir une première sélection avec l'équipe du Koweït. Incroyable. Et donc, quand tu vas sur la page de Wikipédia de Michel Platini, tu vois Une sélection avec le Koweït. Une sélection avec le Koweït. C'est ouf. Et c'est le cas de ce match. Il joue pas longtemps. C'était un match de gala contre une sélection soviétique. Et pour le coup, c'est ce qui explique pourquoi il a cette sélection avec le Koweït. C'est parce qu'il y a eu ce match de 82. C'est franchement super intéressant. Ouais, en tout cas, grave. tout est détaillé dans le livre. Tu détailles bien ce qui s'est tout à passé fait. à ce Et je moment-là. reviens aussi un peu pour expliquer comment est-ce que le Koweït essaye de se construire aussi grâce au sport. C'était un petit peu le pré-Qatar finalement. Un peu comme le Qatar à l'heure actuelle. complètement. Ouais. Et qu'après, le Koweït a eu un destin plus funeste parce que tu as eu la guerre du Golfe, l'Irak a envahi En le Koweït. 91. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'après, on a moins vu le Koweït sur la scène diplomatique et sur la scène sportive parce qu'ils avaient moins de moyens de se développer sur ce terrain-là. Mais en tout cas, cette question du Koweït, ce qui est intéressante, j'en parle aussi dans le chapitre sur le Qatar, c'est que ça va beaucoup influencer le Qatar pour se développer grâce au sport, notamment pour exister en étant un petit pays, pour éviter d'être effectivement attaqué par les autres. Ok, et ben voilà, ça c'est le chapitre 13 d'ailleurs de ce livre mondial. Et il y a une autre histoire dont tu voulais aussi nous parler, c'est le miracle de la Corée du Nord, c'était pendant la Coupe du Monde 1966. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on remonte un peu plus loin. Donc, Coupe du Monde 66 dans la terre du football en Angleterre, c'est la première Coupe du Monde qui a lieu en Angleterre. Et là, la Corée du Nord va se qualifier. Donc, première participation pour la Corée du Nord
à cette compétition. Et surtout, c'est le pays qui représente à la fois la zone Afrique, Océanie et Asie, parce qu'à l'époque, tu n'avais qu'une place pour toutes ces zones-là. Ah ouais. Et notamment, les sélections africaines n'étaient pas contentes, elles avaient boycotté ces éliminatoires. Ouais, c'est Ouais. chaud. Et il y avait un seul match du coup de barrage Corée du Nord, Australie. Et ce qui va être intéressant dans ce chapitre, c'est que la Corée du Nord à l'époque, c'est un pays que les pays européens ne connaissent pas du tout parce qu'il y a eu la guerre de Corée en 1953, quand on le voit à l'image. Et Corée du Sud, Corée du Nord à la suite de cette guerre. Et la Corée du Nord, après, ça va être un régime qui va se refermer finalement sur lui-même, mais pas parce qu'on est dans la dictature autoritaire qu'on connaît aujourd'hui, mais parce que le pays va vouloir être indépendant vis-à-vis de la Chine et de l'URSS qui veulent englober la Corée du Nord. Et donc finalement, c'est un petit peu un territoire qu'on ne connaît pas en 1960. La sélection nationale, elle commence à faire ses matchs internationaux en 1964. Et donc là, contre l'Australie, ils sont outsiders pour ce match de barrage et ils vont leur rouler dessus. Ils vont mettre 6-1, 3-1 à l'Australie, alors que personne ne connaît cette équipe et qu'il n'y a pas du tout de joueurs professionnels. Et ils vont se qualifier à cette Coupe du Monde 66. Et même là, la participation de la Corée du Nord est contestée parce que c'est un État qui n'est pas reconnu par le Royaume-Uni. Donc finalement, la FIFA va contraindre le Royaume-Uni à faire en sorte que la Corée du Nord puisse venir, notamment avec des problèmes de visa, etc. Et ils vont pouvoir participer à cette compétition. Et donc, ce petit poussé va avoir fort à faire, puisqu'il y aura l'URSS qui est finaliste de l'Euro 64, le Chili, troisième de la Coupe du Monde 62, et la grande équipe d'Italie, avec tout le passif historique qu'on lui connaît. Et finalement, eh bien, va y avoir, ils vont jouer à Middlesbrough. Et Middlesbrough, c'est une ville ouvrière, avec le club effectivement qui joue aussi en rouge. Donc, le public va finalement se représenter cette équipe comme étant celle qu'ils peuvent défendre. Ils vont la supporter durant les deux premiers matchs, durant le match contre l'URSS et le Chili. Bon, ils vont perdre 3-0 contre l'URSS, faire un nul miraculeux contre le Chili. Et il reste ce dernier match face à l'Italie. Et là, le public va encore plus pousser pour que la Corée du Nord aille plus loin. Il y a un présentateur de la BBC à l'époque qui dit que le public pousse même plus que pour l'équipe locale de Middlesbrough, qui est aussi le petit poussé au niveau de l'Angleterre. Et finalement, le miracle se produit. Tu vas voir un joueur qui n'est pas professionnel, qui est caporal et imprimeur dans le civil. On va le voir là d'ailleurs à l'image. Il va inscrire ce but contre l'Italie. Et donc voilà, c'est le seul et unique but de la rencontre qui va être inscrit par Park Do-ik. Et cette victoire, c'est la première victoire effectivement de la Corée du Nord dans le mondial, mais c'est surtout une défaite, une amère défaite pour l'Italie, parce que ça va être un précédent qui va pousser le football italien à se poser des questions, parce que c'est inimaginable qu'il puisse se perdre. C'est un tournant pour l'histoire du football italien, ça. Voilà, tout à fait. Et après, l'histoire va se poursuivre pour la Corée du Nord. Ils vont à Liverpool pour jouer les quarts de finale contre le Portugal. Il y a une grosse partie, il y a 3000 supporters de Middlesbrough qui se déplacent pour les suivre. La belle histoire continue. Ils gagnent 3-0 au bout de 30 minutes de jeu. Mais bon, après, les joueurs sont émoussés physiquement. Et finalement, c'est face au Portugal d'Eusebio. Et Eusebio met un quadruplé. Et ils gagnent 5-3 finalement. Mais en tout cas, l'histoire reste belle. Et surtout, la Corée du Nord, à l'époque, c'était la première nation non européenne et non sud-américaine à se qualifier à ce stade de la compétition. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, en 2002, tu vas avoir 2 reporters britanniques qui vont faire un reportage sur cette équipe. Ils vont retrouver les joueurs et ils vont leur permettre de revenir en terre anglaise à Middlesbrough. Et le reportage s'appelle The Game of Their Lives, effectivement. Et ils vont pouvoir revenir à Middlesbrough et reboucler la boucle, finalement, revenir sur la terre de leurs exploits. Et il est sur Netflix, ce reportage, ou quelque part Je ne sais pas s'il est sur Netflix. Peut-être sur YouTube. Sur YouTube, sur YouTube, il doit y être. Ok, d'accord. C'était extrêmement intéressant. Vraiment, l'histoire est folle. Et il n'y a que des histoires comme ça. Il y en a 22, comme celle que tu viens de nous raconter. En fait, à chaque fois, là, pour la Corée du Nord, je fais aussi un petit rappel historique, politique. Et après, j'essaie toujours d'avoir un gros contenu football pour alléger un petit peu ce contenu lourd. Recoller un petit peu, oui. Et après, à chaque fois, c'est que des histoires fortes. Donc là, c'était plutôt des belles histoires où parfois ça peut être des couacs diplomatiques, mais il y a de tout. Il y a des beaux moments, il y a aussi des moments plus compliqués. Mais en tout cas, j'essaye à chaque fois d'avoir ces deux volets-là pour que le chapitre soit agréable à lire et qu'on puisse le lire, je sais pas, dans le métro. Oui, ça rend le livre plus accessible. Ou en attendant de faire le plein pour sa voiture. Ça me revient, le truc en 94, c'était États-Unis-Colombie. Ah oui, avec Escobar. Hein. Voilà. Il est pas. Je savais bien qu'il y avait un truc en 94. Il est pas dans ce livre, mais la question était intéressante parce que t'as consommé, mais ça t'a fait mal au cerveau, Zal. Hein, parce qu'il y a du délai, hein. Il y a du délai. Non, mais il y a du ping. En fait, il m'a emmené sur 98, mais 94, il y avait eu cette histoire avec Escobar. Escobar, pour la petite histoire, c'est Escobar. Il s'est fait assassiner dans un parking parce qu'il a mis un but contre son camp. Ouais, c'est ça. Oui, ça c'est connu. C'est ouf. Et puis à l'époque, la Colombie avait cette image de sélection, qui
qui avait du talent, mais il y avait beaucoup de problèmes inhérents. Et Ah, il y effectivement, avait par rapport à la drogue. ouais, ça. Et c'est les cartels finalement bah qui voilà, ont ouais. buté Et ils Escobar. ont tué le défenseur Escobar dans un parking Incroyable. 2 jours après, je crois, un truc comme ça. C'est ça. On va remettre un peu de baume au cœur à cette émission. Parce que là, c'était un peu glauque. Merci beaucoup, Kevin, d'être venu. Merci d'être passé à avec vous, nous dans C'est Hors-jeu. intéressant. Ouais, C'est trop cool. à chaque fois. Mondial à retrouver. Vous avez le lien sur le chat, hein, bien sûr, pour voilà. Romain Molina d'ailleurs. Oui, préfacé d'ailleurs par Romain Molina. En ce moment, il a du travail, lui. Hein. Mais il a eu le temps quand même de préfacer le livre. Et voilà, vous avez le lien pour pouvoir précommander le livre. Ou sinon, vous pouvez le trouver, bien sûr, à la FNAC, chez Boulanger, un peu partout. Mondial par Kevin Vessière. Merci à toi, Kevin. Merci d'être passé. Merci. Merci, Kevin. On va faire Prochaine, merci. un petit switch dans- d'invités. Dans le chat, arrêtez de me faire passer pour un cancre, c'était trop bien, j'ai écouté. C'est Mais pas parce oui. que je fais des têtes bizarres quand j'écoute que j'écoute pas. J'ai tout écouté, je peux tout vous dire, le buteur il s'appelait Pac. Pac Douy. Voilà. On l'a bien dit, Voilà. Pac Douy. Ah, c'était super intéressant. Mais grave. De toute façon, c'est à chaque fois très intéressant. Il nous manquait le petit thé et on était bien. Ah ouais. Non, ouais, c'était cool, c'était cool.